Première partie. 20 animaux. Un seul attelage. 36 tonnes de cargaison. Et 265 kilomètres à travers l'endroit le plus meurtrier d'Amérique du Nord. Sans une seule station de ravitaillement. Sans le moindre puits. Sans voir un seul être humain sur tout le trajet. Et pas un seul chariot perdu en 6 ans d'activité. Retenez ce chiffre. 36 tonnes. C'est le poids d'un tracteur routier moderne chargé avec sa semi-remorque. Celui-là même qui a 400 chevaux sous le capot, 16 vitesses et des freins pneumatiques. Maintenant, enlevez le moteur, enlevez le système de freinage, enlevez l'asphalte. Ne gardez qu'un chariot en bois, des bandages en acier sur les roues et 20 êtres vivants qu'il faut nourrir et abreuver chaque jour. On vous a dit que le 19e siècle, c'était l'époque des charrettes. Le grincement des jantes en bois et la boue jusqu'aux genoux. Une étape primitive à laquelle l'automobile a mis fin par miséricorde. On vous a menti. Pas par malveillance, c'était simplement plus commode. Car le tableau réel est tel qu'il donne le frisson. J'ai passé des semaines à consulter des archives, des spécifications, des recensements et des rapports d'ingénieurs municipaux. Et ce que j'ai trouvé bouleverse tout. Il a existé un système de transport d'une complexité, d'un raffinement technique et d'une logique interne si monstrueuse que sa disparition, car il s'est effacé presque sans laisser de traces en 2 ou 3 décennies, constitue la plus grande catastrophe non déclarée de l'histoire de la civilisation occidentale. Et le plus étrange, c'est qu'il n'est pas mort du progrès. Il a atteint son apogée absolu alors même que l'automobile circulait déjà dans les rues. Nous y reviendrons un peu plus loin, et ce sera le coup le plus dur. Mais pour l'instant, commençons par ce que l'on peut toucher de ses mains. Death Valley, la vallée de la mort, en Californie. Un endroit où, en été, l'air s'échauffe tant qu'il est impossible de prendre du métal dans la main. 1883. La société Harmony Borax Works commence à extraire du borax, un minéral qui, à l'époque, valait cher et dont l'industrie avait besoin. Le problème est simple et absolument insoluble. Le point le plus proche où passe le chemin de fer s'appelle Morave. Il se trouve à 165 miles, environ 265 kilomètres, à travers le désert, par des cols, sans route au sens normal du terme. Et voici comment ils ont résolu le problème. Regardez ces roues. L'essieu arrière, environ 7 pieds de diamètre, plus de 2 mètres, plus haute qu'un homme. Le bandage en acier fait environ 1 pouce d'épaisseur, 2,5 cm de métal massif posé à chaud sur une jante en bois, puis refroidi pour enserrer l'ensemble dans une étreinte de fer. La jante n'était pas un élément décoratif. C'était le seul élément qui empêchait la roue de se disloquer sous le poids. 2 chariots de ce type étaient attelés en convoi, et le 3e élément était une citerne d'eau. Arrêtez-vous ici, sur cette citerne, car c'est elle, et non le tonnage, ni la taille des roues, qui constitue la véritable pièce à conviction. Le système de transport emportait sa propre station de ravitaillement. Il transportait la ressource sans laquelle les moteurs, et ces moteurs étaient des mules vivantes, mourraient en l'espace d'une journée. Ce n'est pas une caravane, c'est une expédition autonome, envoyée 2 fois par mois sur le même itinéraire mortel, comme un autobus de ligne. L'attelage, 18 mules et 2 chevaux. 20 animaux alignés sur une longueur équivalent à la moitié d'un terrain de football. Un seul homme les conduisait à l'aide d'une unique corde reliée à l'animal de tête et d'un système de commandement qu'il fallait des années pour apprendre. L'aller-retour prenait environ 20 jours. Faisons le calcul. 265 kilomètres en une dizaine de jours, dans un sens. Cela représente environ 26 à 27 kilomètres par jour, chaque jour, sur le sable et la pierre. En été,
dans la vallée de la mort. Le sceptique dira « c'est impossible ». 36 tonnes avec 20 mules? Absurde, des histoires pour touristes. Et c'est là que je vais vous surprendre. J'ai vérifié. C'est possible. La résistance au roulement sur une piste désertique compactée représente environ 3 à 6% de la masse. Pour 36 tonnes, cela donne un effort de traction totale d'1 tonne 1 à 2 tonnes 2. Divisé par 20 animaux, cela représente 55 à 110 kg de traction par mule. Pour une mule, c'est dur, très dur, mais réalisable. C'est un travail à la limite, jour après jour, sans un jour de repos. La version officielle ne ment pas, ici. Les lois de la physique concordent. Aucune impossibilité, aucune technologie perdue de lévitation, aucune force mystérieuse. Mais c'est précisément pour cela que l'histoire devient plus effrayante. Car si c'était possible, cela signifie que quelqu'un s'est assis et a calculé le point exact auquel un être vivant ne meurt pas encore, mais donne déjà tout ce qu'il a. Et il a bâti une économie sur ce point. Et il en a calculé la rentabilité. Voilà ce que je veux dire lorsque je parle d'un système de haute technologie. La technologie ne résidait pas dans le métal. La technologie résidait dans le calcul. Et ce n'est qu'un seul itinéraire dans un seul désert. Maintenant, déplaçons-nous vers l'est. Remontons le temps et examinons un engin qui a été utilisé pendant près de 100 ans et dont presque personne ne connaît aujourd'hui l'existence. Pennsylvanie, milieu du XVIIIe siècle. Apparaît un type de chariot de marchandises appelé Conestoga Wagon. Charge utile, environ 6 tonnes, 12 000 livres. Un attelage de 4 à 6 chevaux. 6 tonnes de charge utile. C'est la capacité d'un camion moderne de taille moyenne. Dans un chariot en bois, au XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce qui l'est, c'est un détail de conception que la plupart des gens regardent sans le voir. Le Conestoga a un plancher de caisse concave, pas plat. Il s'incurve vers le bas, comme le fond d'un bateau. Pourquoi? La réponse explique instantanément toute la logistique de l'époque. Parce que les routes traversaient les montagnes. Et en montée comme en descente, un plancher plat signifie que toute la cargaison, tonneaux, sacs, caisses, glisse vers une extrémité. 6 tonnes qui viennent frapper le panneau arrière dans une descente raide emportent le chariot et tuent tous ceux qui se trouvent à proximité. Le plancher concave ramène la charge vers le centre. Toujours, quelle que soit la pente. C'est un système de stabilisation passif, réalisé sans la moindre pièce mobile, par la seule forme de la caisse. Plus les freins. De vrais freins, un mécanisme à levier et un sabot de frein. Une cale de bois placée sous la roue dans les longues descentes afin qu'elle ne tourne pas, mais glisse. Ce n'est pas une charrette, c'est une machine conçue. Et à partir de 1811, on construisit pour elle une infrastructure spéciale. La National Road, première route fédérale des États-Unis d'Amérique, dotée d'un revêtement en macadam. Un revêtement de pierre concassée, posé en couches et compacté au rouleau. Cette route n'existait pas pour le romantisme du voyage. Elle existait parce que, sans revêtement dur, un chariot de 6 tonnes s'enfonçait tout simplement dans le sol et y restait pour toujours. Et en 1825, le canal Erie ouvre ses portes, et les lourdes marchandises sont massivement transférées sur l'eau, où un cheval tire une barge depuis le chemin de halage et déplace une charge qu'il n'aurait jamais pu faire bouger sur des roues. Voyez-vous ce qui se dessine? Pas un ensemble d'expédients fortuits, un réseau de transport unifié, réfléchi, et à plusieurs niveaux, avec différents modes de traction adaptés à différentes tâches. Un réseau qui possédait son propre vecteur énergétique, sa propre logistique d'approvisionnement en carburant,
ses propres ateliers de réparation et ses propres métiers. Un réseau qui a disparu si complètement que nous ne nous souvenons même plus des noms de la plupart de ces éléments. Et plus j'approfondissais le sujet, plus la question principale devenait aiguë. Non pas comment faisait-il, mais une autre, bien plus dérangeante. Si le système fonctionnait si bien, pourquoi a-t-on commencé à le remplacer précisément au moment où il était en plein essor? Que s'est-il produit une année donnée, après laquelle les villes d'Amérique du Nord ont commencé à chercher d'urgence, dans la panique, un moyen de faire disparaître le cheval des rues? Un tel événement existe. Il est documenté dans la presse, et ses conséquences se lisent encore aujourd'hui. Mais avant d'en arriver à cet événement, examinons un objet considéré comme le symbole de l'époque et qui est, en réalité, le produit d'ingénierie le plus sous-estimé du XIXe siècle. Concorde, New Hampshire. Une petite ville de Nouvelle-Angleterre. 1826 à 1828. Un homme nommé Lewis Downing commence à fabriquer des voitures hippomobiles. Plus tard, l'entreprise prend le nom d'Abbott Downing Company. Et ce qui sort de ses ateliers devient la norme sur le continent. Le Concorde Coach, la diligence que vous avez vue dans tous les films sur le Far West et que vous preniez pour une simple voiture transportant des passagers. La masse du véhicule assemblé est d'environ 2000 à 2500 livres, de 900 à 1100 kg selon le modèle. C'est le poids d'une petite voiture moderne. Et voici l'essentiel. Comment cette caisse tenait-elle sur le châssis? Pas sur des ressorts. Pas sur des ressorts à lames en acier, qui existaient déjà à l'époque et équipaient les voitures de ville des riches. La caisse du Concorde Coach était suspendue à des sangles en cuir de bœuf. Des bandes de cuir épais, multicouches et cousues, appelées Thorough Brace. Cela ressemble à un signe de primitivité, n'est-ce pas? Des sangles de cuir à la place du métal, comme si l'on avait manqué de métal. C'est tout l'inverse. C'est un choix d'ingénierie délibéré. Et il est génial. Un ressort à lames en acier fonctionne comme un ressort. Il emmagasine le choc et le restitue. Sur une bonne chaussée, c'est parfait. Sur une piste de terre défoncée en Arizona, cela signifie que la caisse se met à osciller en résonance et qu'au bout de quelques centaines de kilomètres, le ressort se brise. Et vous vous retrouvez dans le désert, à 200 kilomètres du forgeron le plus proche, avec une cargaison de courrier et 8 passagers. Une sangle de cuir ne fait pas ressort. Elle agit comme la suspension d'un pendule. La caisse ne rebondit pas sous le choc. Elle oscille autour de son point d'équilibre, dissipant l'énergie par sa propre inertie et par le frottement à l'intérieur des couches de cuir. Et surtout, le cuir ne se rompt pas soudainement. Il s'use progressivement, cela se voit, et il peut se remplacer sur le terrain, au couteau et à la laine, sans forge. C'est une conception pensée non pas pour le confort, pensée pour pouvoir être réparée sur le terrain. Mark Twain a voyagé dans une telle diligence et l'a décrite dans son livre « Roughing It », paru en 1872. Sa formule, un berceau sur roue, Cradle on Wheels. Ce n'est ni une légende, ni une invention de vulgarisateur. C'est le témoignage de première main d'un homme qui était assis à l'intérieur. Un berceau sur roue. Remarquez, pas une boîte cahotante. Le balancement était si régulier qu'il évoquait le sommeil. En 1857 commence l'exploitation de la Butterfield Overland Mail, une ligne postale traversant la moitié du continent. Le contrat reste en vigueur jusqu'en 1861. Le Concorde Coach devient le standard des longs trajets. Wells Fargo en commande en masse. Et ici, je veux écarter d'emblée une théorie que l'on tentera immanquablement de vous vendre. Une théorie populaire affirme que tout ce matériel serait l'héritage d'une civilisation disparue, que quelqu'un aurait trouvé des mécanismes prêts à l'emploi, d'origine inconnue, puis les aurait adaptés aux chevaux, que l'ancien monde nous aurait légué des moyens de transport auxquels nous aurions simplement attelé des animaux.
Cela ne résiste pas à l'examen. Et je ne vais pas vous servir cela, car la réalité est plus intéressante. Abbott Downing n'est pas un artefact. C'est une entreprise avec une adresse précise dans une ville précise, avec des livres de comptes, des listes d'ouvriers et des annonces publicitaires dans la presse professionnelle. Une partie des documents est encore conservée à la New Hampshire Historical Society, à Concord. Les Conestoga étaient fabriqués dans des ateliers précis de Pennsylvanie, et les exemplaires conservés sont exposés dans des musées, au National Museum of American History de la Smithsonian Institution et au Landis Valley Village and Farm Museum en Pennsylvanie. On peut s'y rendre et voir le plancher concave de ses propres yeux. Aucune tartarie, aucun extraterrestre, des hommes bien réels, des ateliers bien réels, des brevets bien réels. Mais c'est précisément ici que commence la véritable anomalie. Car si cette technologie était locale, documentée, éprouvée et constamment perfectionnée, où est-elle passée? Et voici le premier chiffre qui, lorsque je l'ai découvert, m'a littéralement coupé le souffle. Le cheptel de chevaux et de mulets aux États-Unis d'Amérique n'a pas diminué avec l'arrivée des chemins de fer. Il a augmenté. Il a augmenté tout au long du XIXe siècle. Il a augmenté au XXe. Le pic se situe approximativement entre 1915 et 1920. Les différents relevés donnent des chiffres variables, de l'ordre de 26 à 27 millions de têtes. Relisez cela. Le maximum de traction hippomobile de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique a été atteint vers 1920. À cette date, la Ford Model T est déjà produite depuis 12 ans, en série, par millions. L'automobile est une banalité dans les rues. La Première Guerre mondiale est en cours, avec ses chars et ses avions. Et c'est précisément à ce moment-là que le pays compte plus de chevaux qu'il n'en a jamais compté et qu'il n'en comptera jamais plus. Le schéma scolaire officiel, d'abord les chevaux, puis les automobiles, est tout simplement faux. Il ne s'agit pas d'un changement d'époque, mais d'un chevauchement. Et le chemin de fer ne tuait pas le transport hippomobile. Il le nourrissait. Chaque nouvelle gare créait une demande pour acheminer les marchandises vers les rails et depuis les rails. Le train circulait entre les villes. Tout le reste, de l'entrepôt jusqu'à la porte, était assuré par le cheval. Plus il y avait de rails, plus il y avait de chevaux. Il faut donc inverser la question. Non pas « pourquoi le cheval a-t-il perdu face à l'automobile ?», mais plutôt « pourquoi, malgré une telle croissance, une telle intégration dans l'économie et l'absence totale d'alternatives, les villes ont-elles commencé à chasser les chevaux de leurs rues dès les années 1870, bien avant l'automobile ? Parce qu'elles ont commencé à le faire, et c'est documenté. Regardons les transports urbains. 1832, New York. New York and Harlem Railroad. Première ligne de transport de voyageurs à traction hippomobile sur rail aux États-Unis d'Amérique. Le tramway à chevaux. Une voiture sur rail tirée par un cheval. À y regarder de près, l'idée est brillante. Le rail réduit la résistance au roulement de plusieurs fois. Sur des rails, un cheval tire une voiture transportant 20 à 30 passagers, une charge qu'il n'aurait pas pu tirer du tout sur le pavé. Dans les années 50, 60, 70 et 90, non, 50, 60, 70, 80, le tramway à chevaux se répand dans toutes les grandes villes du continent. C'était un système de transport public urbain fonctionnel, rentable et en expansion. Il rapportait de l'argent. Et maintenant, 1873, San Francisco. Clay Street Hill Railroad. Andrew Halliday inaugure le premier tramway à câble au monde. Et là encore, je dois démolir une version populaire. Le tramway à câble n'est pas le vestige d'une technologie ancienne, découverte par hasard sous la ville.
La raison de sa création est directement documentée, sans la moindre énigme. Les chevaux étaient physiquement incapables de travailler sur les pentes de San Francisco. La ville est bâtie sur des collines dont la déclivité est telle qu'une voiture chargée soit ne parvient pas à monter, soit à la descente écrase l'animal de toute sa masse. Aucun mystère. Une réponse d'ingénierie à un problème concret de relief. Mais posez-vous la question suivante. Un système à câble, c'est une salle des machines équipée d'une machine à vapeur. C'est un conduit souterrain sur toute la longueur du parcours. C'est un câble d'acier de plusieurs kilomètres qu'il faut faire circuler sans interruption et remplacer régulièrement. Des coûts d'investissement colossaux. Qui engage de telles sommes si la technologie existante fonctionne et rapporte des bénéfices? Seul celui qui a déjà compris que la technologie existante peut s'arrêter. Complètement. En un seul jour. Dans toute la ville. Et il avait des raisons de le penser. Car exactement 1 an avant San Francisco, à l'automne 1872, l'Amérique du Nord avait déjà vécu cela. Les villes se sont arrêtées. Pas partiellement. Elles se sont arrêtées. Automne 1872. Un événement que les manuels scolaires mentionnent en une ligne, voire pas du tout. Dans les sources anglophones, il est appelé Great Epizootic, la grande épizootie, une épidémie de grippe équine. Tout a commencé fin septembre, près de Toronto. Des chevaux sont tombés malades dans plusieurs fermes. La maladie n'était pas particulièrement mortelle. Selon les estimations, environ 1 à 2% des animaux atteints en mouraient. Mais elle infectait presque tout le cheptel, jusqu'à 90% et plus. Et l'animal malade devenait inutilisable pendant 2 à 3 semaines. Fièvre, toux, absence totale de force. Le cheval restait debout dans l'écurie, incapable de marcher. Et c'est là qu'intervient ce que nous appelons aujourd'hui l'effet de réseau. Au XIXe siècle, les chevaux ne sont pas des animaux isolés dans des cours. Ils constituent un réseau de transport unifié, doté de nœuds communs. Les écuries des relais de poste, les dépôts de tramways à chevaux, où des centaines d'animaux sont regroupés dans un même bâtiment, les abreuvoirs publics dans les rues, les fourrages communs, les cours de marchandises communes, elles aussi. Un système idéal pour la propagation d'une maladie. L'infrastructure créée pour déplacer les marchandises s'est mise à déplacer le virus avec la même efficacité. En quelques semaines, la vague est descendue du Canada le long de la côte Est. Octobre, New York, Boston, Philadelphie. Novembre, le Sud et l'Ouest. En décembre, la contagion avait atteint le golfe du Mexique et continuait de se propager. Si vous voulez le vérifier par vous-même, plutôt que de me croire sur parole, il existe un moyen direct. La Library of Congress, avec le projet Chronicling America, une archive numérique de journaux américains, sélectionnez la période d'octobre à décembre 1872, lisez ce que la presse écrivait durant ces semaines. Vous verrez une ville dont on a coupé le moteur. Le tramway à chevaux s'est arrêté, complètement. Les voitures restaient immobiles sur les rails. Dans certaines villes, on a tenté de les faire tirer par des hommes, des équipes embauchées qui s'attelaient aux traits à la place des chevaux. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se produisait dans les rues de New York. Le transport de marchandises s'est arrêté. Le port ne pouvait pas évacuer les cargaisons arrivées. Les marchandises restaient sur les quais. Les entrepôts n'étaient plus déchargés. Le charbon n'était plus livré aux habitations, alors que l'hiver était aux portes. Les services d'incendie se sont arrêtés. Voilà la partie la plus terrifiante. Les pompes à incendie à vapeur de l'époque étaient amenées sur les lieux du sinistre par des attelages de chevaux. Sans chevaux, la pompe reste au dépôt. À Boston, en novembre 1872, s'est déclaré le plus grand incendie de l'histoire de la ville. Et il s'est produit précisément au moment où les écuries du service d'incendie
étaient paralysés par la maladie. Les équipes tiraient le matériel à la main. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Toute une civilisation, avec le télégraphe, les chemins de fer, l'éclairage au gaz, l'industrie, les banques et les bourses, a été paralysée par une infection respiratoire touchant une espèce animale. Ni par une guerre, ni par une crise financière, ni par une catastrophe naturelle. Par un rhume chez les chevaux. L'économie des États-Unis d'Amérique et du Canada fonctionnait grâce à un moteur biologique. Et ce moteur a révélé une vulnérabilité qu'aucune ingénierie ne pouvait corriger. C'est ici que je formule mon hypothèse principale. Et je le précise honnêtement, il s'agit d'une hypothèse, non d'un fait établi par les documents. Les historiens des transports discutent du lien entre l'épisodie de 1872 et l'accélération de la recherche d'une traction mécanique, mais on ne peut pas en faire la cause unique. Et pourtant, regardez l'enchaînement. 1872. Paralysie des villes d'Amérique du Nord. 1873. San Francisco inaugure le premier tramway à câble au monde, investissant des sommes énormes dans une technologie qui n'existait pas encore. 1888. Frank Sprague met en service à Richmond, en Virginie, un réseau de tramways électriques en état de marche, et à partir de ce moment-là, le tramway à chevaux est condamné. 16 ans de la paralysie à la traction électrique. Pour le XIXe siècle, c'est très rapide. Le récit officiel parle de progrès, d'esprit d'invention, d'évolution naturelle. Ma version est plus dure. L'industrie des transports urbains a vu sa propre fin de ses propres yeux, en 6 semaines. Et après cela, elle était prête à payer n'importe quel prix pour un moteur qui ne tomberait pas malade. Pas le progrès pour le progrès. La peur. La peur au sein du secteur de voir que le vecteur énergétique est vivant et mortel. Et maintenant que nous avons vu cela, revenons à la question que j'ai laissée ouverte. Celle du pic du cheptel vers 1920. Car si les villes étaient si pressées de se débarrasser du cheval, pourquoi les chevaux sont-ils devenus plus nombreux? La réponse est qu'il ne s'agissait pas d'une réduction, mais d'une éviction. La traction mécanique s'appropriait les lignes sur rail dans les centres-villes, les plus denses, les plus rentables, les plus visibles. Et le cheval se repliait là où il n'y avait pas de rail et où il n'y en aurait jamais. Le dernier kilomètre, la livraison de la gare jusqu'à la porte, la distribution de lait, de glace, de charbon, de pain, de meubles et de matériaux de construction. Il se repliait vers l'agriculture, où les superficies cultivées augmentaient chaque année. Autrement dit, le système ne mourait pas. Il se contractait dans une zone invisible et y prenait de l'ampleur. Il quittait la vitrine pour l'arrière-boutique. C'est précisément pour cela que nous ne nous en souvenons pas. Au moment de sa disparition, il n'était déjà plus visible. Or, son ampleur était monstrueuse. Et c'est ici que je veux vous montrer ce que je considère comme la véritable civilisation disparue de cette histoire. Nul besoin de Tartarie. La réalité est plus forte. L'économie urbaine de l'époque de la traction hippomobile reposait sur une couche de métiers qui n'existe plus aujourd'hui sous aucune forme. Wheelwright, charron. Un homme qui fabriquait une roue à partir de plusieurs essences de bois. Le moyeu en orme, parce qu'il ne se fend pas. Les rayons en chêne, parce qu'ils supportent la charge. La jante en frêne, parce qu'il se courbe. Chaque essence répondait à une fonction précise. Puis le forgeron posait le bandage d'acier chauffé au rouge et le refroidissait à l'eau, de sorte qu'il resserrait toute la structure en un ensemble unique. C'était un métier hautement qualifié, exigeant des années d'apprentissage. Et chaque ville comptait plusieurs artisans de ce type. Le bourrelier, l'homme qui fabriquait un harnais adapté à la morphologie d'un animal précis. Un collier mal ajusté signifiait des épaules écorchées
et un animal mis hors service. Autrement dit, une perte directe. Le maréchal Ferrand, pas un forgeron décoratif de village touristique, un spécialiste qui reférait les animaux toutes les quelques semaines parce que le sabot pousse, et de manière différente selon la surface sur laquelle l'animal marche. Pavé, terre battue, glace. Les cochers, des milliers d'hommes dans chaque grande ville. Et une industrie distincte dont on n'aime pas parler. L'enlèvement du crottin. Un seul animal produit environ 10 à 15 kg de déchets par jour. Multipliez cela par les dizaines de milliers d'animaux d'une grande ville. Cela représente chaque jour des centaines de tonnes qu'il fallait évacuer. Il existait des entrepreneurs, des tarifs, des décharges et une revente comme engrais. Toute une filière des déchets, intégrée à celle des transports. Tout cela a disparu en 2 ou 3 décennies, presque sans laisser de traces dans la mémoire collective. Il n'y a pas eu de catastrophe, pas de déluge, pas d'effacement de l'histoire par les services secrets. Il y a eu une économie qui a simplement cessé de rémunérer ses compétences. Et elles sont mortes avec les hommes qui les possédaient. On peut d'ailleurs le vérifier de manière très concrète. Il existe les Sanborn Fire Insurance Maps, des cartes d'assurance incendie des villes, numérisées et accessibles auprès de la Library of Congress. Elles indiquent, quartier par quartier, tous les bâtiments, avec leur usage et le matériau de leurs murs. Cherchez n'importe quelle ville américaine et regardez une carte des années 1880 ou 1890. Vous verrez ce qui ne figure sur aucune carte moderne. Des livery stables, des écuries de louage, des ateliers de charronnage, des forges, des entrepôts de fourrage, dans chaque quartier. Parfois plusieurs par quartier. Puis, regardez la carte de la même ville dans les années 20 ou 30 du XXe siècle. Ils ont disparu. Tous, sans exception. Et c'est maintenant que commence la partie qui m'a poussé à m'intéresser à ce sujet. Car en même temps que les métiers, autre chose a disparu. Les plans ont disparu. Cela semble impossible. Une industrie qui, pendant 200 ans, a produit des objets extrêmement complexes, qui desservaient un continent, qui disposait de sa propre presse professionnelle, et dont il ne reste aucune documentation technique complète. La raison n'est pas un complot. Et cela, à vrai dire, est plus vexant que n'importe quel complot. Dans la plupart des ateliers, les conceptions des chariots et des diligences n'existaient pas sous forme de plans. Ils n'existaient tout simplement pas sur papier. Ils existaient sous forme de gabarits, des gabarits en bois accrochés au mur de l'atelier. L'artisan prenait le gabarit, en traçait le contour, puis découpait. Les proportions, les angles de pose des rayons, la courbure du brancard, la forme du moyeu, tout cela vivait dans le bois accroché au mur et dans les mains de l'homme qui savait pourquoi il fallait le faire ainsi. Personne ne jugeait nécessaire de le consigner. Pourquoi mettre par écrit ce que l'on fait chaque jour et ce que l'on enseigne à son propre fils? Et lorsque l'entreprise fermait, et elles ont fermé les unes après les autres dans les années 20 à 30 du XXe siècle, les gabarits finissaient en bois de chauffage. Littéralement. Des gabarits en bois dans un local non chauffé, c'est du combustible. Une partie des archives d'Abbott Downing a été conservée, et c'est une grande chance. Mais l'exhaustivité de la documentation de fabrication pour l'ensemble du secteur reste une question ouverte. Je n'ai pas trouvé de données précises sur l'ampleur des pertes, et je ne vais pas prétendre le contraire. Le résultat est le suivant. Nous avons des exemplaires conservés de ces véhicules dans les musées. Nous avons des photographies. Nous avons des catalogues publicitaires. Ce que nous n'avons pas, c'est l'explication de pourquoi la conception est précisément celle-là. Des milliers de petites décisions d'ingénierie,
dont chacune répondait à un problème concret, nous sont parvenus comme une forme sans sa raison d'être. Nous regardons un Conestoga et nous voyons un chariot. Un homme de l'an 1840 le regardait et le lisait comme une spécification technique. Et cela a des conséquences qui dépassent largement l'histoire des transports. Car c'est précisément sur cette lacune dans la compréhension que se sont développées les théories alternatives les plus populaires. Et je veux les examiner directement, plutôt que de les écarter d'un revers de main. Première théorie. Mud flood, le déluge de boue. Cette version affirme que les rez-de-chaussée des anciens bâtiments auraient été ensevelis sous la terre à la suite d'une catastrophe planétaire, que les fenêtres des sous-sols seraient d'anciennes fenêtres de rez-de-chaussée et que les véritables moyens de transport du monde disparus circulaient à un niveau supérieur qui n'existe plus. Examinons cela. Ce phénomène a une explication documentée, et même plusieurs. Chicago, années 50 et 60 du XIXe siècle. La ville se trouvait sur une plaine marécageuse et plate, presque au niveau du lac. Les égouts ne fonctionnaient pas, car les eaux usées n'avaient nulle part où s'écouler. La solution adoptée fut radicale. Relever le niveau des rues d'1 à 2 mètres. Et on le releva, avec les maisons, à l'aide de vérins, en soulevant des bâtiments en briques entiers, sans interrompre l'activité des magasins qui s'y trouvaient. Cela est documenté. Rapports d'ingénieurs municipaux, factures, photographies de l'opération, nom des entrepreneurs. Seattle, après le grand incendie de 1889. La ville brûle, se reconstruit en pierre et relève simultanément le niveau de ses rues en raison des problèmes de marée et d'assainissement. L'ancien niveau passe en partie sous terre. Aujourd'hui, on y organise des visites guidées. Ce n'est pas un mystère. C'est un circuit touristique avec une billetterie à l'entrée. Ainsi, les rez-de-chaussée ensevelis sont une réalité. Mais leur cause est l'ingénierie urbaine, non un déluge. Et cela se vérifie par la comptabilité. Deuxième théorie. Les routes et les transports auraient été construits par une puissance disparue, et l'on nous aurait glissé les chevaux en guise d'explication. Examinons cela. Cela ne tient pas pour la raison la plus simple. Il existe une chaîne de production. Il y a une entreprise à Concorde, avec ses employés et ses comptes. Il y a les ateliers de Pennsylvanie. Il y a les revues professionnelles du XIXe siècle, The Hub, Carriage Monthly, Street Railway Journal, qui débattent des normes de charge, des standards, des prix et de la concurrence entre fabricants. C'est une industrie vivante, avec ses controverses et sa publicité, non un artefact découvert. Et c'est ici que je veux nommer ce qui est devenu, pour moi, l'essentiel de cette enquête. La véritable technologie cachée du XIXe siècle, ce ne sont ni les extraterrestres, ni une science oubliée. C'est la manière de considérer un organisme vivant comme un matériau consommable. Regardez, le tramway à chevaux en ville. Un cheval affecté à une ligne ne travaillait pas des décennies durant. La durée de service d'un animal sur une ligne urbaine se mesurait en années. Selon les sources, environ 3 à 4 ans d'exploitation active. La chaussée dure lui abîmait les jambes. Les arrêts et redémarrages incessants avec une voiture lourde détruisaient son cœur et sa respiration. On introduisait l'animal dans le système, on l'usait, puis on le remplaçait. Ce n'était pas la cruauté de quelques individus, c'était un paramètre inscrit dans le modèle d'affaires. Les entreprises calculaient l'amortissement de l'animal exactement comme celui du véhicule. La presse professionnelle en discutait chiffres à l'appui. Coût d'achat, durée de vie utile, valeur résiduelle en fin d'exploitation. Un moteur qu'il faut nourrir 365 jours par an, y compris les jours où il ne travaille pas. Un moteur qui s'use. Un moteur qu'on peut contaminer. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le tramway à câble de San Francisco pouvait être rentable
malgré des dépenses d'investissement monstrueuses. La machine à vapeur, dans sa salle des machines, ne mange pas le week-end. Le câble d'acier n'attrape pas la grippe. Le conduit souterrain n'a pas besoin d'être ferré toutes les 6 semaines. La civilisation n'est pas passée à la traction mécanique parce qu'elle serait devenue plus progressiste. Elle y est passée parce que le moteur vivant s'est révélé plus coûteux et plus dangereux que celui de fer. Au moment précis où les calculs ont concordé, la transition a commencé et est devenue irréversible. Et j'arrive maintenant à la raison d'être de toute cette histoire. Car jusqu'ici, nous avons parlé de technique. Désormais, il sera question de ce que cette histoire nous dit, à vous et à moi, sur notre époque. Et je vous préviens, c'est la partie la moins agréable. Mais réglons d'abord la dernière question technique qui revient toujours lorsqu'on parle de cette époque. La question de la pierre. Comment construisait-on des villes de pierre si le chariot le plus puissant ne transportait que 6 tonnes? Prenons un bloc de granit de 10 tonnes. Un Conestoga, avec une charge maximale d'environ 6 tonnes, ne peut pas le transporter, physiquement. Le bloc ne tient pas sur un seul chariot, et l'attelage ne peut pas le tirer. Cela signifie-t-il qu'il était impossible de construire des villes de pierre avec des chevaux? Non. Cela signifie que l'on utilisait pour la pierre un autre matériel. Des plateformes surbaissées, appelées stone wagon, avec un essieu renforcé et un attelage de bœufs plutôt que de chevaux. Le bœuf est plus lent que le cheval, mais il fournit une force de traction supérieure sur les longues distances et se contente de fourrages grossiers. Mais il en découle une règle vérifiable, et elle me plaît davantage que n'importe quelle sensation. Si une ville a été bâtie en pierre de taille de grand appareil avant l'arrivée du chemin de fer, elle doit nécessairement disposer de l'une de ces deux choses, soit une carrière à quelques dizaines de kilomètres, soit de l'eau, une rivière, un canal, un port. Il n'existe pas de troisième possibilité. Avant les rails, on ne transportait pas la pierre sur de longues distances par voie terrestre, parce que cela était ruineux. Et voici ce qui est intéressant. Dans l'immense majorité des villes américaines, cette règle se vérifie. Le granit de nombreuses constructions de Nouvelle-Angleterre arrivait par voie d'eau, par barge. Le canal Erie, ouvert en 1825, existait précisément pour cela. Rendre radicalement moins cher le déplacement des charges lourdes. Une seule barge sur le canal transportait autant que des dizaines de chariots. Ainsi, dire que la pierre était impossible à transporter n'est pas une révélation. C'est le signe que la personne n'a pas regardé la carte. Autre objection fréquente? D'où venaient, dans des petites villes perdues, les tailleurs de pierre, les modeleurs, les artisans du décor? Ce n'étaient tout de même pas les cow-boys qui sculptaient les chapiteaux des colonnes. Non, ils ne pouvaient pas. Et ils ne l'ont pas fait. La réponse est documentée et absolument prosaïque. L'architecture sur catalogue. Les éléments, colonnes, chapiteaux, façades en fonte, escaliers, éléments de couverture, étaient commandés sur catalogue imprimé auprès de fabricants spécialisés et arrivaient prêts à poser par chemin de fer. Ils étaient assemblés sur place selon les instructions. À cela s'ajoutaient des équipes itinérantes. Tailleurs de pierre, modeleurs et forgerons se déplaçaient de ville en ville au gré des contrats. Au XIXe siècle, la qualification était nomade. Autrement dit, ici, la version officielle ne se contente pas de résister à l'examen. Elle explique davantage que l'alternative. Et lorsque j'ai débarrassé cette histoire de toutes ces fausses énigmes, ce qui ne concorde vraiment pas est apparu. Un seul fait, qui ne s'explique ni par le progrès, ni par l'économie, ni par la technique. Ce fameux pic de 1920. 26 à 27 millions de chevaux et de mulets.
le maximum de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et il a été atteint vers 1920. Voyons en détail pourquoi c'est vraiment étrange. Le premier tramway à traction électrique, 1888. Autrement dit, plus de 30 ans avant le pic, la traction mécanique avait déjà triomphé dans les villes. La Model T, 1908. 12 ans d'automobile de masse avant le pic. Le tracteur à moteur à essence. À la même époque, c'était déjà une machine de série, vendue aux agriculteurs sur catalogue. Et malgré tout cela, les chevaux deviennent plus nombreux que jamais. L'explication habituelle est la suivante: l'inertie. Les campagnes sont en retard, les anciens ne veulent pas changer leurs habitudes, les pauvres ne peuvent pas acheter une automobile. Un déclin progressif. Cette explication ne tient pas. L'inertie ne produit pas un pic. L'inertie produit un plateau, puis un lent déclin. Or ici, il s'agit bel et bien d'un pic, une hausse jusqu'au maximum, suivie d'un effondrement si rapide qu'en une génération, tout le secteur disparaît entièrement. La véritable raison est ailleurs, et elle change toute l'image. La traction mécanique n'a pas remplacé le cheval. Elle l'a d'abord renforcé. Chaque nouvelle gare ferroviaire, c'est un nouveau point vers lequel il faut acheminer les marchandises et depuis lequel il faut les distribuer. Chaque nouvelle usine, c'est une charretée de matières premières à l'entrée et une charretée de marchandises à la sortie. Les deux à traction hippomobile. Chaque tramway électrique qui libérait un cheval du transport de passagers l'envoyait au transport de marchandises. Chaque nouvel hectare de terre arable labouré pour exporter des céréales exigeait un attelage de plus. L'industrialisation ne réduisait pas le besoin de traction animale. Elle le gonflait. Les machines construisaient l'ossature, les rails, les lignes électriques, les usines. Mais tout ce qui se situait entre cette ossature et l'être humain, tous les derniers kilomètres, tout le réseau capillaire de l'économie, était tracté par des animaux. Il en résulte une configuration à laquelle presque personne ne pense en ces termes. Le 19e siècle et le début du 20e siècle formaient une civilisation hybride. Un squelette d'acier et des muscles biologiques. L'un ne fonctionnait pas sans l'autre. Et cette configuration avait un coût que personne ne facturait. 26 millions d'animaux, il faut les nourrir, chaque jour. Les calculs des historiens de l'agriculture donnent un chiffre qui met mal à l'aise. Pour nourrir les chevaux et les mules de travail aux États-Unis d'Amérique, il fallait environ un quart de l'ensemble des terres cultivées. Selon les estimations, de 20 à 30% des surfaces ensemençaient. Relisez cela. Un quart des terres arables d'un immense pays ne travaillaient pas pour les hommes. Ils travaillaient pour le carburant. L'avoine, le foin, le maïs, voilà l'essence de cette époque. Et on les cultivait sur des terres qui auraient pu nourrir des hommes. Regardez maintenant d'un œil neuf le pic de 1920. Ce n'est pas un signe de force, c'est le point de charge maximal du système. Le moment où la civilisation a investi dans le moteur vivant tout ce qu'elle pouvait y investir. La terre, les récoltes, le travail, les villes, des professions entières. Et c'est précisément pour cela que l'effondrement fut instantané. Lorsque le tracteur et le camion sont devenus moins chers, ce n'est pas simplement de la place qui s'est libérée dans les écuries. C'est un quart du pays qui s'est libéré. Les terres qui nourrissaient les moteurs sont passées sur le marché alimentaire. Les gens qui entretenaient ces moteurs sont partis à l'usine. Le capital, gelé dans ce cheptel vivant, s'est libéré. Ce n'était pas un changement de moyen de transport, c'était la restructuration économique la plus rapide et la plus silencieuse de l'histoire. Et elle possède une caractéristique qui ne cesse de me hanter. Elle s'est déroulée si proprement qu'elle n'a même pas reçu de nom. Nous nous souvenons de la révolution industrielle. Nous nous souvenons de l'électrification. Nous nous souvenons de l'apparition de l'automobile comme d'une histoire de Ford et de chaînes de montage. Nous ne nous souvenons pas que, parallèlement, l'infrastructure de toute une civilisation a disparu. Non pas une seule technologie,
mais tout un système. Les transports, la logistique d'approvisionnement en carburant, le réseau de réparation, des dizaines de métiers. Toute une strate de l'urbanisme où chaque quartier possédait une écurie. Voilà la véritable civilisation disparue. Pas la Tartarie, pas un monde englouti sous nos rues, pas un peuple mythique doté de technologies impossibles. Une civilisation fondée sur un moteur organique. Elle était là. Elle était immense. Elle est documentée jusqu'à la dernière facture de fourrage. Et pourtant, nous ne la voyons toujours pas. Et c'est ici que je vais vous poser la question qui m'a poussé à mener cette enquête jusqu'au bout. Pourquoi ne la voyons-nous pas? Pas parce que quelqu'un l'a cachée. Personne n'a rien caché. La réponse est plus effrayante. Nous ne voyons pas une infrastructure tant qu'elle fonctionne. Elle ne devient visible qu'au moment où elle tombe en panne. En 1872, les gens ne considéraient pas les chevaux comme une technologie. Le cheval faisait partie du décor, comme l'air. Exactement jusqu'en octobre, lorsque le décor est tombé malade et qu'il est apparu que toute la civilisation reposait sur la santé d'une seule espèce biologique. 6 semaines. Et le port est à l'arrêt. Le charbon n'est plus livré. La pompe à incendie ne sort plus. Ils n'ont compris sur quoi ils reposaient qu'au moment où cela s'est arrêté. À présent, appliquez cela à vous-même. Demandez-vous, sur quoi reposez-vous? Non pas en termes généraux, mais concrètement. D'où vient l'électricité de votre maison? Et qu'en sera-t-il 48 heures après une panne? Combien de jours de nourriture y a-t-il dans le magasin près de chez vous? Et par quelle chaîne y arrive-t-elle? Combien de personnes sur la planète savent fabriquer la pièce sans laquelle votre vie s'arrêterait? Voici le parallèle dont on ne peut se défaire. Le charron qui savait pourquoi le moyeu était en norme et les rayons en chaîne, considérait lui aussi son savoir comme éternel. C'était le métier de son père et le métier de son fils. Ce métier avait existé pendant 200 ans. Il a disparu en 20 ans. Il n'a pas consigné ce qu'il savait. Il ne pensait pas que ce fût nécessaire. Et voici la conclusion principale de cette enquête que je formule sans la moindre mystique. Les civilisations ne disparaissent pas à cause des catastrophes. Elles disparaissent par remplacement. Silencieusement, par calcul économique, sans un seul coup de feu. Personne n'interdit l'ancien système. Il cesse simplement d'être rentable. Et une génération plus tard, plus personne ne se souvient de son fonctionnement, ni de ce dont il était capable. Aucun complot n'est nécessaire pour cela. Il suffit que nous ne regardions pas. Et voici ce qui me frappe vraiment dans tout cela. Si un système entier, avec des millions de nœuds, une presse professionnelle, des musées et des archives, disparu il y a seulement 100 ans, s'est déjà effacé de la compréhension collective au point que nous appelons ces machines des charrettes. Alors qu'est-il arrivé aux systèmes qui ont disparu non pas il y a 100 ans, mais il y a 1000 ans, ou 3000? Nous avons l'habitude de penser que les savoirs anciens ont péri dans l'incendie d'une bibliothèque ou sous la lave d'un volcan. Or, le mécanisme le plus probable est bien plus prosaïque. Quelqu'un a trouvé une solution moins chère. L'ancienne méthode a cessé de rapporter de l'argent. Les gabarits accrochés au mur de l'atelier ont fini en bois de chauffage. Et la génération suivante regardait le résultat du travail de ses ancêtres sans comprendre comment cela avait été fait. Non parce que les ancêtres étaient des dieux ou que quelqu'un les avait aidés, mais parce qu'avec le métier était morte la raison même de son existence. Entre comment cela a été fait et pourquoi cela a été fait, se trouve toute la différence entre la connaissance et l'étonnement. Voilà pourquoi je conseille à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici de faire une chose simple. Cherchez les Sanborn Fire Insurance Maps de votre ville, si elles figurent dans les archives, ou toute ancienne carte d'assurance ou d'urbanisme. Repérez les écuries, les ateliers de carrossiers, les forges. Regardez combien il y en avait.
Puis sortez dans la rue et placez-vous à cet endroit. Vous vous tiendrez sur les fondations d'un système de transport disparu qui faisait circuler tout un continent, se nourrissait d'un quart des terres arables et est mort en 20 ans. Et autour de vous, il n'y aura ni plaque, ni monument, ni mention. Combien d'autres couches de ce type se trouvent sous nos pieds? Combien de technologies considérons-nous en ce moment même comme non rentables, sans en conserver les plans? Et quelle part de ce sur quoi repose notre vie aujourd'hui dépend elle aussi d'un unique goulot d'étranglement, dont nous ne découvrirons l'existence que le jour où il cessera de fonctionner? Je ne connais pas la réponse, mais je sais que c'est la bonne question. Écrivez dans les commentaires ce qui a disparu de votre vivant. Un métier, un artisanat, un savoir-faire qui a tout simplement cessé d'être nécessaire. Je lis tout, et je retiens les meilleures histoires pour la prochaine enquête. Abonnez-vous si vous voulez voir l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Sans déluge, sans extraterrestres et sans conte de fées. Car la réalité, lorsqu'on l'observe attentivement, se révèle toujours plus intéressante que n'importe quel mythe. Il reste encore une chose que je n'ai pas dite, et sans elle, le tableau est incomplet. J'ai parlé de la disparition comme d'un calcul économique. Mais ce calcul avait un prix, et ce ne sont pas des hommes qui l'ont payé. Nous ne le regardons toujours pas en face. Revenons dans la vallée de la mort, à cette citerne d'eau. Je l'ai appelée la principale pièce à conviction, et je vais maintenant expliquer jusqu'au bout pourquoi. 20 animaux sur un itinéraire de 265 km. 20 jours pour l'aller-retour. En été, la température sur ce parcours atteignait des niveaux auxquels un être humain sans abri meurt en quelques heures. Dans de telles conditions, une mule de travail consomme environ 30 à 50 litres d'eau par jour. 20 animaux, cela représente jusqu'à 1000 litres d'eau par jour. Plus les hommes, plus une réserve en cas d'avarie. Comprenez-vous maintenant pourquoi la citerne n'était pas un simple confort, mais une partie du système de propulsion? C'était le réservoir, et sa capacité déterminait la longueur maximale de l'étape entre les points d'eau. Toute la logistique de la vallée de la mort était construite non pas autour de la cargaison, mais autour de l'eau à boire. Et voici ce qui est révélateur. L'entreprise avait tout calculé. Consommation d'eau, consommation de fourrage, usure des roues, vitesse de déplacement, durée de service de l'animal. Elle calculait et réalisait des bénéfices. Pendant 6 ans, de 1883 à 1888 ou 89, les sources donnent des dates de fin légèrement différentes. Selon les données traditionnellement citées, pas un seul chariot n'a été perdu durant toute la période d'exploitation. Pas un seul chariot. Sur les animaux, les statistiques n'offrent pas une telle précision. Toute l'époque tient dans cette seule phrase. L'inventaire était comptabilisé à l'unité près. Les moteurs, eux, étaient considérés comme des consommables. Et je veux être d'une précision absolue afin que cela ne sonne pas comme un sermon moral du XXIe siècle. Les gens du XIXe siècle n'étaient pas des monstres. Ils travaillaient dans un cadre où il n'existait pas d'autres moteurs. Le propriétaire d'un tramway à chevaux qui épargnait ses chevaux perdait face aux concurrents qui ne les épargnaient pas et quittaient le marché. Le système choisissait la cruauté non par méchanceté, mais parce que la cruauté coûtait moins cher. C'est précisément pour cela que la traction mécanique a triomphé aussi vite qu'elle le pouvait. Non pas parce qu'elle était devenue plus humaine, mais parce que le fer ne se plaint pas, ne tombe pas malade, n'exige pas un quart des terres arables et ne se retrouve pas hors service à l'échelle de tout un secteur d'un seul coup. Et il en découle une conclusion que je considère comme la plus importante de toute cette enquête. Nous avons l'habitude de concevoir le progrès technologique comme un mouvement vers le mieux, comme une accumulation de connaissances, comme une ligne qui monte. L'histoire du transport hippomobile montre autre chose. Le progrès n'est pas un mouvement vers le mieux,
C'est un mouvement vers ce qui coûte moins cher. Et parfois, par un heureux hasard, ce qui coûte moins cher se trouve aussi être meilleur. Le tramway à câble n'est pas apparu parce que quelqu'un avait pitié des chevaux sur les pentes de San Francisco. Il est apparu parce que les chevaux y étaient mis hors service si rapidement que le transport n'était pas rentable. L'humanité est devenue un sous-produit de l'arithmétique. Le tramway électrique de Sprague, à Richmond, en 1888, a triomphé non pas parce qu'il était plus élégant. Il a triomphé parce qu'une voiture à traction électrique montait la côte sans s'arrêter et fonctionnait 24 heures sur 24, tandis que le tramway à chevaux, sur le même parcours, exigeait de remplacer les animaux toutes les quelques heures. Le tracteur a évincé le cheval, non lorsqu'il est devenu plus puissant. Il l'a évincé lorsqu'il est devenu moins cher à l'hectare, en tenant compte du fait qu'un tracteur ne mange pas hors saison. À chaque fois, un calcul. À chaque fois, un tableau. Et à chaque fois, la société se raconte ensuite une belle histoire sur l'esprit d'invention et le triomphe de la raison. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de progrès. Cela signifie que le moteur du progrès n'était pas le rêve, mais la comptabilité. Et il est important de le comprendre, car le même mécanisme fonctionne sous nos yeux à cet instant même, et il déterminera les technologies qui survivront au cours des 30 prochaines années. Non, pas les plus intelligentes, les moins chères. Voici maintenant le dernier détail, et c'est par lui que je veux terminer, car il nous ramène au tout début. Vous souvenez-vous du Concorde Coach, la caisse suspendue à des courroies de cuir, Mark Twain et son berceau sur roue? Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à me défaire d'une question. Pourquoi cette conception n'a-t-elle pas évolué? Pourquoi ne l'a-t-on pas améliorée, transposée au métal, perfectionnée davantage? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Elle avait atteint son optimum. Pour des conditions précises, route en terre, absence d'infrastructures de réparation, nécessité de pouvoir réparer sur le terrain, il n'existait pas de meilleure solution. Les artisans d'Abbott Downing avaient trouvé le point idéal et s'y étaient arrêtés, parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Puis les conditions ont changé. Les chaussées pavées sont apparues des ressorts que l'on pouvait remplacer dans n'importe quel garage. Est apparu un moteur qui ne se fatigue pas. Et la solution idéale est instantanément devenue inutile. Non pas dépassée, véritablement inutile. Parce que le problème pour lequel elle était idéale avait disparu. C'est ici que se cache le mécanisme de la perte des connaissances. D'où naissent ensuite toutes les théories sur les technologies impossibles de l'Antiquité. Le savoir ne s'oublie pas de lui-même. Il perd sa raison d'être. Et sans raison d'être, il devient une complexité dénuée de sens que personne ne veut ni conserver, ni expliquer, ni transmettre. 100 ans plus tard, quelqu'un regarde les courroies de cuir sous la caisse d'une diligence et dit « C'est primitif, il manquait de métal ». 300 ans plus tard, il dira « C'est impossible, il ne pouvait pas faire cela ». Et dans 1000 ans, quelqu'un écrira que cela a été laissé par des extraterrestres. Alors que tout ce qui s'est passé, c'est la fermeture d'un atelier du New Hampshire et des gabarits en bois qui ont fini en bûche durant un hiver froid. J'ai commencé cette enquête en promettant de vous montrer pourquoi les chevaux avaient besoin d'une technologie d'un tel niveau. Je réponds directement. Ce ne sont pas les chevaux qui en avaient besoin. C'est nous. Nous l'avons construite pour tirer le maximum de travail d'un organisme vivant. Et nous l'avons construite avec brio. Le plancher concave du Conestoga, qui maintient 6 tonnes de cargaison au centre de la caisse, quelle que soit la pente. La suspension en cuir, qui amortit les chocs là où l'acier se brise. Les roues de 2 mètres de diamètre, munies d'un bandage d'1 pouce d'épaisseur, qui supportent 36 tonnes à travers le désert. La citerne, qui transforme l'attelage en un ensemble expéditionnaire autonome. Le rail sous les sabots, qui réduit la résistance au roulement
et fait d'un seul cheval un autobus urbain. Ce n'est pas l'héritage d'une civilisation disparue. C'est nous. C'est ce dont sont capables des êtres humains qui n'ont pas de moteur à combustion interne, mais qui ont une tâche à accomplir, un délai et un marché. Et c'est précisément pour cela que tout a disparu sans laisser de traces. Nous aurions protégé et étudié l'héritage d'une civilisation étrangère. Nous l'aurions exposé dans des musées, sous des éclairages soignés. Mais ce qui était à nous, ordinaire, et fonctionnait chaque jour sous nos fenêtres, nous l'avons jeté dès l'instant où cela a cessé de rapporter de l'argent. Sans cérémonie, sans archivage, sans plaque. 26 millions d'animaux, un quart des terres arables du pays, des dizaines de métiers disparus, des milliers d'ateliers, tout un système qui a fonctionné pendant 200 ans et qui est mort en vain, et pas un seul monument. Ainsi, la prochaine fois qu'on vous montrera une vieille photographie d'une rue de ville avec des chevaux et qu'on vous dira qu'il s'agit d'une époque primitive, antérieure aux véritables technologies, vous en saurez davantage que l'auteur de la légende sous la photo. Vous regarderez une infrastructure en fonctionnement, des moteurs, du carburant, un réseau de réparation et un calcul logistique réunis en un système d'une précision telle qu'il transportait 36 tonnes à travers la vallée de la mort selon un horaire établi. Et vous serez la seule personne dans la pièce à comprendre ce que vous voyez exactement. La question que je vous laisse est la suivante. En ce moment même, à 7 minutes, une infrastructure fonctionne autour de nous sans que nous la remarquions, parce qu'elle n'est pas tombée en panne. Quelle partie de celle-ci disparaîtra tout aussi silencieusement? Et lequel de nos petits-enfants regardera ces vestiges, sans comprendre ni comment cela fonctionnait, ni pourquoi cela avait bien pu servir? Si vous avez une hypothèse, je l'attends dans les commentaires. Et si cette analyse vous a donné une nouvelle perspective sur l'histoire, restez avec nous. Nous continuerons à examiner ce que tout le monde a vu, mais que personne n'a vraiment regardé.